Alors, bonjour Anaël et bienvenue à nouveau sur ce podcast Cycliste Performance. On rappelle que tu étais déjà intervenu dernièrement sur ce podcast sur la thématique de la chaleur. Alors cette fois-ci, on va plus parler d'entraînement et de planification. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter pour ceux qui n'ont pas vu le premier podcast? Yes, salut Rémi, bonjour à tous. Ça commence à dater quand même, hein, cet épisode sur la chaleur. C'était pas avec toi. J'étais encore chez BNB à l'époque. Enfin, BNB existait encore, donc je dirais que c'était il y a 2 ans. Du coup, oui, bah, un pied dans le vélo via BNB. On s'est connus tous les deux également il y a quelques années. Donc j'ai été pendant plusieurs années dans le vélo pro, d'où l'invitation à l'époque, ou pas d'ailleurs, parce que je crois que quand on parlait de la chaleur, on parlait surtout de ce que j'ai fait dans d'autres disciplines. Et comme tu l'as dit, ou pas encore d'ailleurs, je crois, hein, c'était plutôt dans nos échanges ces derniers jours, un parcours où j'étais dans différents sports, plutôt une formation assez classique, hein, dans l'entraînement, la préparation physique, au niveau universitaire et fédéral, quand j'étais plus jeune, hein, ça commence à dater maintenant. Et puis, j'ai passé un doctorat en sciences du sport à l'INSEP, qui était auprès des équipes de France de triathlon. Donc, je pense qu'on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je vais peut-être pas faire tout le parcours, sinon ça va être très long sur la présentation. Et qui, du coup, a fait que j'ai un peu moins mis les mains dans le combi de l'entraînement pendant quelques années, où j'étais, pour faire simple, beaucoup plus dans du conseil scientifique, de l'accompagnement, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, etc. Et puis depuis quelques années, ça a commencé à BNB en l'occurrence, pour diverses raisons. Je remets un petit peu les mains dans l'entraînement et de plus en plus. Et de toute façon, j'ai en tout cas eu un mentor que beaucoup connaissent qui s'appelle Yann Lemeur, ou au pire, vous connaissez au moins l'application avec les infographies, où pour nous, le scientifique ne doit pas être un scientifique avec une blouse blanche, mais quelqu'un qui justement a la capacité à faire terrain versus science et inversement. Et donc, pour nous, il n'y a pas forcément les entraîneurs et les scientifiques, bien au contraire. Non, merci. Tu voulais rajouter quelque chose Non, non, ça peut-être? va, Je ça t'ai va. coupé. Je crois que Non, bah merci. j'ai jamais fait aussi court, alors que ça devrait déjà commencer à être long. Non, mais je sais que tu peux en raconter beaucoup, que tu as vu beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te recontacte pour la planification de l'entraînement parce que tu as eu beaucoup d'expérience là-dedans. Tu as côtoyé directement ou indirectement de nombreux champions dans des disciplines d'endurance, des grands entraîneurs aussi. Je pense par exemple à Philippe Lucas. Alors tu pourras confirmer ou non ce que je dis, mais il me semble que tu connais bien, que tu le connais bien et que tu connais bien ses méthodes. Et donc nous, forcément, tout ça, ça nous intéresse beaucoup. Et donc c'est pour ça que je vais aller avec toi sur ces thématiques-là. Donc pour commencer, la première question pour lancer un peu la discussion, elle va être sur la coupure alors hivernale chez nous dans le vélo ou la coupure à l'intersaison parce que c'est le moment. Voilà, les cyclistes commencent à réfléchir à ça. Et donc j'aimerais avoir ton point de vue sur la planification de la coupure à l'intersaison et aussi plus globalement de la planification du repos et de la récupération tout au long de la saison. Ouais, complètement. Écoute, pour moi, c'est un sujet central. Je t'ai parlé de Yann, hein, mais mon autre directeur de thèse, qui est peut-être un peu moins connu des jeunes générations, qui s'appelle Christophe Ozirs, qui est une autre sommité dans les sciences du sport, qui est une grande référence dans la récupération, en l'occurrence. Euh, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup marqué, mes premières années auprès de ces deux personnes, parce que souvent, nous, en tant qu'entraîneurs, on a cette passion de l'entraînement, cette passion de la planification, de la belle séance, jusqu'à quand je vais pousser, je sais pas, la charge d'entraînement, avoir un objectif, etc. Enfin, on est beaucoup sur la séance et la construction de la charge et de la décharge, mais par la porte de l'entraînement. Et on va toujours entendre, ouais, mais la récupération, ça fait partie intégrante de l'entraînement, etc. Et pour autant, je suis pas sûr que c'est ce qu'on voit en premier dans nos cours, je suis pas sûr que c'est ce qu'on lit en premier, je suis pas sûr que c'est ce qu'on fait en premier quand on planifie. Et Christophe avait, et a toujours, hein, ces petites phrases où il va dire, bah, moi, quand je planifie de l'entraînement ou de la récupération, même si tout n'est pas anticipable et qu'il faudra tout le temps s'adapter, j'essaye déjà de réfléchir au moment où je vais mettre des micro-coupures, des coupures, au moment où il va falloir couper, etc. Et comme tu l'as dit, dans les sports d'endurance, même si on va trouver tout de suite des contre-exemples où il va falloir aller sur des courses qui n'étaient pas prévues, on a quand même la chance de pouvoir relativement anticiper notre calendrier. Évidemment, il y aura des blessures, des maladies, etc., qui remettront les choses en cause. Mais en tout cas, on va pouvoir, de mon point de vue, déjà bien pouvoir se projeter.
et du coup réfléchir à ces phases de décharge, voire de coupure totale, je pense que c'est là-dessus aussi que tu veux m'emmener. Et il vaudra toujours mieux s'adapter sur quelque chose où on a pris le temps de se poser et de laisser reposer, de relire, comme on le fait tous, je pense, pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, si j'ose dire, même si on en fait tous. Et donc, potentiellement, ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse à ces moments où on met le vélo au garage, que ce soit juste pour quelques jours ou pour plusieurs semaines, et pas simplement que ça arrive comme on l'a tous connu, hein, soit en tant que sportif, soit en tant qu'entraîneur, ou même les deux, j'aurais tendance à dire, finalement, se décider à couper parce qu'on sent qu'on en a vraiment besoin, sauf qu'il est peut-être déjà trop tard, entre guillemets, si c'est pendant la saison, hein, si on doit parler de micro-coupure par exemple, euh, parce que derrière, ça va prendre beaucoup plus de temps pour qu'elle soit bénéfique. Puis pendant la coupure, la vraie coupure, pour moi, la même problématique où si on n'anticipe pas suffisamment, le sportif ressentira, et c'est humain, un besoin de couper totalement, de couper pendant longtemps. Et quand on va se poser, nous, en tant qu'entraîneur, on va peut-être se dire que, ok, l'athlète, c'est la tête et les jambes, donc s'il sent que mentalement il est cuit, il a besoin de couper du vélo. Mais si on coupe trop souvent du vélo et trop longtemps, est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je fais les bons choix, peut-être pas totalement du coup. Donc voilà, bref. Mon introduction était un peu longue, mais ça me paraissait important de dire ça. Et puis, quand on regarde un petit peu les études sur le désentraînement purement, on va dire, physiologique, hein, parce qu'évidemment, sur les aspects mentaux, c'est un petit peu plus compliqué de quantifier les choses. Euh, Pas mal d'études, hein, dès les années 70-80. C'est des études un peu préceptes sur l'affûtage, hein. Les études sur l'affûtage, c'est avant tout, pour la majorité des études de base, des études où on s'est dit, tiens, si on faisait moins de volume, si on faisait moins d'intensité, si un cycliste se mettait à courir, etc. Bref, on a un petit peu tout testé sur le désentraînement, et ça nous a permis de tirer des premières conclusions sur ce qui est l'affûtage avant les compètes. Bref, et ces études, souvent c'est des facteurs qui sont isolés. On va regarder chez un sportif son, à quelle vitesse il se désentraîne, sur de la puissance, sur de la vitesse, sur de la force, sur de la VO2 max, sur des seuils, etc. Et puis, sans surprise, tout ce qui est un petit peu périphérique, donc on va dire sur des aspects, par exemple neuromusculaires, ça va se désentraîner un petit peu plus rapidement, ce qui est assez logique. Mais bon, d'un autre côté, des facteurs de perf sur lesquels on peut progresser plus rapidement, donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Et puis sur ce qui est un petit peu plus central, on pourrait penser, je sais pas, à la capacité d'éjection du sang, du cœur, qui sera un des facteurs cardiovasculaires très importants dans nos sports d'endurance. Forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que le muscle de notre ventricule, il ne va pas se désentraîner en quelques jours, c'est assez logique. Et quand on met un petit peu tout bout à bout, on se rend compte que dans les faits, même sur des facteurs où on se désentraîne un peu plus vite, il faudrait déjà 10, 15 jours, et pour les autres, parfois jusqu'à 3 à 4 semaines. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que des personnes qui s'interdiraient tout au long de la saison des phases de micro-coupure par peur de se désentraîner, euh, d'un point de vue physiologique, ça tient pas trop. Peut-être qu'à la reprise, après 3, 4, 5 jours off, on aura des sensations pas très bonnes, et c'est logique. Mais bon, l'idée, c'est de se préparer pour des objectifs qui sont à moyen long terme, donc c'est pas très grave d'avoir de mauvaises sensations pendant quelques jours. Et puis pour la période de coupure dont tu parles, qui va arriver pour vous, les cyclistes, il y a deux aspects pour moi. Un, pour le coup, que comment dire, j'ai appris à mieux maîtriser grâce au cyclisme professionnel, où moi, dans mes sports d'origine, enfin, en tout cas dans ceux dans lesquels j'ai travaillé dans un premier temps, euh, on n'avait pas forcément tendance à couper ultra longtemps. On restait sur des durées dont je viens de parler avant. Et puis j'entendais beaucoup dans le cyclisme pro, mais moi, j'ai besoin de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Puis moi, je me posais comme un scientifique pur et dur. Ouais, mais attends, mais si tu coupes 6 semaines, déjà que la phase de reprise ne va pas être très longue aux premières courses, on va juste remettre en route et les premières courses vont arriver pour simplifier les choses. Et puis j'ai découvert un sport qui amène d'autres types de fatigue, avec beaucoup de déplacements, avec des courses qui peuvent être dans des conditions météorologiques plus ou moins extrêmes, et donc tout ça va amener différents types de fatigue, et notamment mentale,
euh, dont il sera important de récupérer pour pouvoir bien se réinvestir dans son projet de performance, hein, qu'on soit amateur ou professionnel. Mais pour le coup, chez les amateurs, je pense que c'est encore plus puissant parce que c'est des trucs que tu as connus, hein, Rémi. Les gars, ils sont 100 jours par an à la maison. Donc, sinon, c'est soit les hôtels, soit les bus, soit les avions. Donc, même si de l'extérieur, on rêverait tous d'être cycliste professionnel, Exactement. ça peut être usant sur le long terme. Et du coup, je pense que l'entraîneur, il a vocation à anticiper cette fatigue tout au long de la saison, en planifiant au maximum pour éviter tout ça, notamment à l'approche des vrais objectifs, ou de pas complètement saturer dès que les objectifs sont passés, parce que souvent une année va se faire en plusieurs objectifs. Et puis, bah, une fois qu'on sait un petit peu ce compromis qu'il y a trouvé entre des facteurs, on va dire, physiologiques et musculaires, et de l'autre côté des facteurs mentaux, bah, je pense qu'il y a un compromis à trouver. Tu vois, bah, tu citais des mentors, entre guillemets. Tu vois, dans le triathlon, donc je change de sport, hein, mais c'est quelque chose en tout cas, une vision qui me plaçait bien. Un mec qui s'appelle Joël Filleul, donc ça parlera peut-être pas à tes auditeurs, qui est bah, l'entraîneur de Vincent Luis, comme ça parlera à tout le monde, qui est un Canadien, qui a un groupe international avec plein de pays différents, et qui historiquement a toujours eu des groupes où grosso modo il a une majorité des meilleurs triathlètes mondiaux, hommes et femmes. Donc un entraîneur plutôt à succès, si j'ose dire. Et lui, typiquement, sa vision, là, va être de déjà prévenir ses athlètes de ce qui va se passer à la vraie reprise collective, parce qu'ils s'entraînent souvent en collectif, aux quatre coins du globe. Voilà, je sais pas, je te dis une bêtise. La dernière course, c'est le 31 octobre. Reprise commune le 15 décembre. Je t'invente totalement les dates. Moi, je vous conseille, et il essaie de les rendre au maximum autonomes, je vous conseille de complètement couper 15 jours parce que honnêtement, c'est du triathlon, quoi, hein. Vous faites 30-35 heures semaine, tous les sports que tu connais, etc. Par contre, derrière, voici le programme le 15 décembre. Donc à toi de te rendre autonome sur le fait que, par contre, le programme, même si on va le réadapter dans le temps, il ne va pas trop changer. Donc tu peux aussi écouter ce que tu as envie de faire. Et donc bah, typiquement, ce qui se passe dans son groupe, comme c'est des grands garçons, des grandes filles, et qu'au pire, s'ils ne font pas la première année, ils vont vite comprendre qu'ils ont fait une petite erreur. Et bah, souvent, naturellement, on va dire les 10-15 premiers jours, ils vont reprendre une activité sportive qui ne sera pas forcément complètement triathlétique. Bon, même si du coup là ça prend 3 sports, donc il ne reste pas beaucoup d'autres sports, mais en tout cas ils vont essayer de mettre en route tranquillement sur des choses qu'ils apprécient, qu'ils aiment. Et puis bah, naturellement, les qualités neuromusculaires, les qualités aérobies, elles vont se remettre en route tranquillement. Et puis les 15 jours suivants, sachant que l'entraînement va réellement reprendre, bah, ils se remettent tout doucement au triathlon, sans forcément mettre d'intensité, sans forcément se mettre beaucoup de contraintes. Bon, bah, si aujourd'hui j'ai rien fait, c'est pas très grave parce que les 6 autres jours de la semaine, je vais faire quelque chose, par exemple. Et puis bah, finalement, je pense que mentalement, il récupère plutôt bien. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir dans son groupe. Il se désentraîne assez peu et ça les rend autonomes. Voilà, donc tu me demandais quelques exemples tout à l'heure. Je te dis pas qu'il faut faire exactement comme Joël parce qu'il a aussi un groupe à part, hein. Il y a quelques années, il y avait les 3 premiers mondiaux hommes et 3 premières mondiales femmes. Forcément, c'est pas le même public que tout le monde aura autour de la table, si j'ose dire. Mais donc là, je te Ouais. coupe, excuse-moi. Si je reprends ce que tu as dit, ça ferait une coupure de 10-15 jours complètement off. Et après, avec une reprise progressive qui s'étalerait sur une période plus longue, hein, en fait, à peu près. Ouais, je pense qu'elle est nécessaire de différents points de vue, hein. Déjà, je pense que même si on vise pas tous à être champion du monde, quand on est impliqué dans notre pratique, c'est souvent quand même pour plusieurs années. Et je pense que tu as autant de recul que moi là-dessus pour avoir entraîné beaucoup de cyclistes. Nous, naturellement, quand on est jeune entraîneur, on va beaucoup s'arrêter sur des charges d'entraînement, sur des marqueurs objectifs, des watts, des vitesses, des FC, j'en sais rien. Et puis, bah, on se rend compte que ouais, mais la vraie progression, elle est sur le long terme. Et bah, ça peut aussi entraîner des besoins de récupérer sur d'autres aspects dont on n'a pas parlé, hein, tendineux, articulaires. Si on coupe trop longtemps, on va pouvoir retourner le problème dans l'autre sens parce que le meilleur moyen de se blesser le moins possible, c'est justement de ne pas rien faire, en tout cas pas trop longtemps. Mais il y a un réel intérêt parfois à vraiment diminuer la charge sur des zones qui sont très sollicitées dans notre activité
Donc voilà, je pense que là où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est que je pense que 10-15 jours, c'est pas mal. C'est un bon compromis pour éviter certaines problématiques qu'on pourra avoir par la suite. Mais dans le même temps, ça peut aussi nous offrir du temps sur l'hiver, si on parle des cyclistes, pour faire les choses plus tranquillement, moins se précipiter. Euh, mais à l'inverse, je pense qu'il peut y avoir le contre-exemple. Je pense qu'on a tous connu des sportifs et alors là, je vais faire un peu des grandes familles, hein, c'est un peu facile et tout le monde ne sera pas comme ça. Mais j'aurais tendance à penser que plus on est dans du haut niveau, plus ils nous demandent de couper longtemps, pour différentes raisons qu'on a pu citer avant. Et en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai de gens avec qui j'ai pu collaborer à des moindres niveaux ou d'amis qui le font. Moins on est à haut niveau et moins on a de capacité à pouvoir s'impliquer dans sa pratique, j'aurais tendance à dire moins on a envie de couper et moins on a de capacité à C'est vrai. couper. Pour autant, je pense pas trop me tromper en disant que peut-être qu'un amateur, il va faire, j'en sais rien, 8 heures, 10 heures de vélo, ce sera déjà des belles semaines. Mais s'il est étudiant ou s'il a un travail ou s'il a une famille, etc., s'il fait des déplacements, la charge, elle est globale. Elle est dure. Et il n'est pas forcément plus facile de s'entraîner quand on est amateur que quand on est professionnel. Et je pense que du coup, l'entraîneur, il peut aussi avoir cette petite idée de réfléchir à placer aussi la coupure en mixant un peu les deux. Est-ce que tu vas réellement récupérer si je te coupe l'entraînement alors que c'était 2 semaines les plus intenses au travail, par exemple? Bah, peut-être pas. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu de tout à mettre sur la table pour trouver le meilleur compromis là-dedans. D'accord, donc finalement, une réponse quand même assez individuelle, si j'ai bien compris, en fonction des Ouais, problématiques. ouais, ouais, complètement. Et tu vois, on va pas citer tous les exemples, mais moi qui travaille depuis près de 15 ans dans le très haut niveau, je pourrais aussi te dire que en fonction de si je parle d'un cadet, si je parle de, tu vois, on a cité Vincent Luis juste avant. Vincent, il a un an de moins que moi, donc il va sur ses 34 ans, si je dis pas de bêtises. Bon, il a un certain bagage qui fait qu'il doit peut-être réfléchir autrement qu'un athlète qui a 20 ans et qui a un autre parcours, qui a d'autres choses à construire. Et là, c'est toute la beauté de notre métier d'entraîneur où il faut un petit peu tout mettre sur une feuille, sur la table, je ne sais pas comment on peut le dire, et ça ne sera jamais parfait. Par contre, en prenant le temps de poser les choses et de se poser les bonnes questions, on va essayer de trouver, de mon point de vue, le compromis le plus idéal pour l'athlète avec qui on collabore, idéalement en collaboration avec lui aussi, hein, ça serait une bonne chose, je pense. Plutôt que simplement se dire, voilà, j'ai écouté un podcast avec Annel, il faut couper 15 jours parce que j'ai entendu qu'à un moment donné, Rémi a conclu en disant, donc pour toi, c'est 10-15 jours. Bah oui, de façon générale, 10-15 jours, on n'est pas trop mal. Mais peut-être que dans d'autres cas de figure, ce serait peut-être mieux un peu plus ou un peu moins. Donc là, tu as parlé justement des cadets et des élites. Est-ce que tu observes une tendance en fonction de l'âge? Est-ce qu'il faudrait mieux couper plus longtemps étant jeune ou étant plus âgé? Enfin voilà, est-ce que toi, tu vois des corrélations avec ce facteur-là? Ah, c'est une belle question qui est à multiples réponses pour le coup. Alors, si on parle des très très jeunes, parce que peut-être qu'on a des auditeurs qui ont des écoles de vélo, voilà, des gens avant la puberté, enfin des sportifs avant la puberté, voilà, bien retenir que euh, avant d'être pubère, on a quand même une capacité à récupérer extrêmement vite et que, bon, je pense qu'il faut un petit peu moins se poser de questions là-dessus. Et d'autant plus que dans un environnement club, on va nous imposer souvent des étés peut-être où le club n'est pas ouvert, etc. Enfin bref, il y aura des vacances des parents. Je pense qu'il y a plein de moments où il y a des coupures qui vont se faire toutes seules. Et du coup, il y a peut-être un petit peu moins de questions à se poser. Et puis, si on continue à avancer sur les âges, j'essaye de réfléchir en même temps que tu m'as posé la question, parce que pour le coup, on n'a rien préparé en amont. Encore une fois, je pense que il va falloir différencier deux contextes. Un cadet, un junior qui est déjà très impliqué, peut-être qu'il serait dans un pôle, qu'il serait dans une structure, voilà, comme ça se fait de plus en plus. Je pense à la FDJ, ils ont déjà des mecs en junior, si je dis pas de bêtises, donc ils doivent être déjà très impliqués dans leur projet et qui du coup ont déjà une approche extrêmement poussée et impliquante dans l'entraînement, même s'ils ne vont pas faire des volumes de seniors. Euh, Ils commencent déjà à faire des choses qui vont demander, je pense, de devoir récupérer à certains moments. Mais
tu vois, si je nourris un peu ma réflexion, là, on est quand même sur des âges où on est plus ou moins sur la puberté. Avoir en tête qu'on parle de sport, si on parle du vélo sur route ou même VTT à dominante aérobie, même si c'est pas que ça qu'il faut faire, en tout cas, on arrive à des âges où je t'apprends rien en te disant que euh, s'il y a bien un moment où il faut commencer à envoyer sur l'entraînement des facteurs aérobies, c'est sur ces âges-là. Et donc, forcément, ça va passer par une certaine récurrence de l'entraînement. Et qu'en France, ça ne sera pas toujours facile, cette récurrence, même dans des structures de haut niveau, encore une fois, parce qu'il y a la scolarité, il y a les parents, etc. Il y aura peut-être des fois des phases, justement, où on pourra un petit peu moins toucher au vélo. Et donc, moi, j'inviterais plutôt les personnes à mettre tout sur un calendrier, déjà pour se rendre compte du nombre de jours off dans l'année, du nombre de périodes où ces jours off se répètent, pour prendre aussi la décision en fonction de cela. Et puis évidemment en fonction de l'état dans lequel est l'athlète en fin de saison, évidemment, pour aussi réfléchir sur un développement à long terme. En tout cas, si on parle d'un jeune athlète qui a du potentiel, le temps qu'on ne passe pas sur certains du développement de ce type de facteurs sur ces âges-là, il sera plus difficile à rattraper par la suite quand on sera adulte. Alors, on pourra progresser par d'autres vecteurs, évidemment, mais tu me parlais d'autres sports. Sur d'autres sports où on a un petit peu moins de compétition et plus de capacité à avoir des créneaux d'entraînement et donc avoir des volumes d'entraînement plus importants et on a un peu plus de recul sur ces marqueurs-là, bah, on a vraiment des preuves maintenant que, bon, il faut commencer à un petit peu envoyer chez les jeunes. Ça ne veut pas dire se coller des séances dures tous les jours. Ça ne veut pas dire finir dans le dur chaque semaine, mais en tout cas d'avoir une vraie récurrence du système aérobie dans notre entraînement. Ouais, justement, là, tu anticipes un peu une question que j'aimerais te poser, mais peut-être un peu Ah, plus tard dans le podcast. Donc, on reviendra bon, on l'a sur ce introduit, sujet c'est parfait. parce que c'est hyper intéressant. Et par contre, tu as aussi parlé de récurrence de l'entraînement. Et ça m'amène à une autre question. Là, sur la charge d'entraînement, hein, au-delà de la coupure ou de la formation des jeunes, on entend de plus en plus parler de volume récurrent chez des sportifs de haut niveau, notamment. On voit aussi certains champions qui s'entraînent avec une très grande régularité. J'ai en tête l'entraînement de Kipchoge, par exemple. Et à l'inverse, je me souviens en STAPS, on nous a beaucoup appris la dynamique des charges, le fait de devoir fatiguer l'organisme avec une charge croissante sur plusieurs semaines, par exemple, et de venir décharger sur certaines semaines pour provoquer une surcompensation. Et parfois, j'ai l'impression que ces deux modèles peuvent être contradictoires. Alors, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, sur l'agencement des charges d'entraînement. Qu'est-ce qui serait idéal ou plutôt qu'est-ce qui se fait selon toi dans les sports d'endurance chez les champions et aussi dans les pays où ça réussit plutôt bien au niveau des résultats dans les sports d'endurance? Bah, déjà, évidemment, tu me connais, hein, je vais tout de suite mettre de la mesure dans ce que je vais dire. Évidemment, chaque histoire est différente. Quand tu me parles de Kipchoge, il est champion du monde du 5000 mètres en 2003. Tous les deux, on n'entraînait pas encore des cyclistes à l'époque et il est encore sur le devant de la scène, reconnu comme le meilleur marathonien au monde. Donc évidemment, voilà, comment dire, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut voir sur là un athlète d'exception qui était déjà l'un des meilleurs il y a 20 ans et qui est encore l'un des meilleurs 20 ans plus tard. Et qui, comme tu dois t'en douter, et pour le coup, c'est un athlète sur lequel on a beaucoup d'écrits, de data, d'anecdotes. Enfin, même si évidemment, tant que tu n'es pas avec lui au quotidien, tu peux être sûr de rien. En tout cas, on a quand même une certaine vision de ce qu'il fait et de ce qu'il faisait quand il était jeune. Et voilà, aussi avoir en tête qu'un Français sera jamais un Kényan. Ou alors, je pense que ça se passerait mal pour les parents dans comment on perçoit le sport en France. Euh, je suis pas sûr qu'il soit possible pour un papa ou une maman de se faire accepter s'il annonce que son enfant court 20 à 40 km tous les jours, alors qu'en fait c'est juste leur mode de vie. Et c'est pas forcément pour être le meilleur, c'est déjà juste pour aller à l'école ou pour courir après les chèvres et les vaches. Donc voilà, c'est un autre monde. Donc ça c'est quand même important de le dire. Et donc forcément, une fois que tu as dit ça, on comprend tous qu'Eliud, il est capable de s'enquiller des semaines avec un énorme volume toute l'année sans avoir trop besoin de récupérer. Mais en disant ça, j'ai déjà dit, du coup, peut-être, je te dis que c'est difficilement faisable en France, mais peut-être que ça doit aussi nous faire réfléchir sur
sur nos modèles parce que là, tu parlais de champions, de jeunes qui ont du potentiel. En tout cas, ce qui est certain aussi, c'est que il faut avoir en tête ce qui est le cyclisme. On a tous les deux fait du vélo quand on était jeunes, si je dis pas de bêtises, dans la même région par un moment même d'ailleurs. Et on a un modèle qui fonctionne sur une course tous les week-ends, voire parfois plusieurs courses même. Il faut être très vite performant parce que si tu es performant, bah, tu as différentes opportunités, hein, que ce soit d'être dans un meilleur club, de pouvoir avoir une sélection en équipe départementale, régionale, de France, j'en sais rien, d'aller dans un pôle, etc. Le modèle français dans tous les sports, sauf erreur de ma part, il est construit sur la performance dès les jeunes années pour identifier des talents. Et puis, plus ça va, plus on avance dans les années, plus on essaie de les accompagner au mieux dans leur projet de performance. Pour autant, on va toujours les évaluer en fin de saison pour savoir s'ils restent sur liste ministérielle, pour savoir si, bah tiens, c'est Pôle France ou Pôle Espoir, etc., etc. Alors que, comme tu l'as dit, comme j'ai commencé à le suggérer avec Eliud Kipchoge, bah, quand on prend un peu de recul sur certains parcours d'athlètes exceptionnels, sur le recul physiologique qu'on peut avoir sur l'enfant et l'adolescent, et là, pour le coup, c'est pas mal spécialiste, hein, c'est des choses que je peux lire, des choses que je peux discuter, et bah oui, clairement, il y a des âges idéaux pour développer certains facteurs, alors qu'à certains autres âges, on essaye surtout de les entretenir, plus que de les développer si on a pu le faire quand on était plus jeune. Euh, et, euh, et ce que je veux te dire, c'est que dans un sport comme le cyclisme de haut niveau, qu'on prenne deux extrêmes, je ne sais pas, un spécialiste de classique à qui on demande d'être fort sur une journée, toutes les semaines, pendant quelques semaines, mais sur des courses qui sont très longues, qui demandent beaucoup de répétitions d'efforts. Je ne sais pas, si on prend un Tour des Flandres, bah, c'est des datas que tu as vues quand tu étais à BNB. C'est assez fou quand on voit le, le, le volume d'efforts à 150% de PMA. Je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, hein, mais ça peut représenter jusqu'à 1 heure et demie de l'effort. On va souvent retenir le fait qu'il y a 250 bandes, que ça dure très longtemps. Et donc finalement, les quelques athlètes qui arrivent encore à se détacher en fin de course sont des athlètes qui ont réussi à ce que cette répétition d'effort ait peu d'impact sur une certaine durée. Et très logiquement, si tu prends un peu de recul sur de la physiologie, certes, monter le Mont Grammont, si je dis pas de bêtises, je recherchais le nom d'un col mythique du Tour des Je sais Flandres. même pas s'il y a encore, mais Bon, oui, bref, oui, oui, un en tout mont cas, il pavé est super bon. difficile, parce qu'on va tout de suite voir tous derrière notre télé. Je sais pas si on prend un Van Der Poel ou comment dire, ou Pogacar, pour citer les deux très forts de cette année. Bah, évidemment, c'est une puissance extrêmement élevée sur un effort, on va dire, intermédiaire, donc plutôt sur des qualités anaérobie. Donc ça va devoir être développé à l'entraînement sur des choses très intenses. Mais moi, je vois deux choses qui vont permettre ça, sans vouloir en faire un diesel malgré tout, hein, parce que ce sont leurs qualités. Eh ben, il va falloir d'une part pouvoir être capable de le faire après 4, 5, 6 heures de course. Et très logiquement, le système aérobie va te permettre de mieux récupérer de cette succession d'efforts. Et ce qui va peut-être te permettre de faire des entraînements plus durs sur les qualités anaérobie et ou de les faire plus souvent, c'est ta capacité justement à en récupérer pendant la séance et entre les séances. Et donc là, on parle de facteur aérobie. Donc finalement, tu vois, je trouve pas ça totalement illogique quand tu commences à connaître l'historique de ces coureurs-là et que certes, depuis très jeune, ils sont très forts sur des qualités anaérobie. Et finalement, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que peut-être pas que sur le vélo, hein, pour certains d'ailleurs, mais qu'ils avaient un certain volume d'activité cardiovasculaire ou système tourné tout seul, parfois sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on veuille vraiment développer ça. Et puis qu'on le fasse régulièrement, parce que ce qu'on retrouve aussi souvent chez ce public-là, c'est que c'est des gamins qui sont un peu hyperactifs, qui ont tout le temps besoin de bouger, qui vont être inscrits dans 5 clubs et 5 sports différents, et puis bah, quand ils vont devenir forts dans le vélo, bah, au bout d'un moment, ils vont faire que du vélo, parce que bah, ils veulent être champion de Belgique, champion du monde, etc. Et puis, bah, si tu prends l'autre extrême, bon, bah, là, il n'y a même pas besoin de faire un dessin sur le fait que, si je reprends mon Pogacar ou un autre, tiens, pour citer les Jumbo qui marchent fort sur la Vuelta en ce moment, que évidemment, c'est des athlètes qui, voilà, pour certains pour qui on a des historiques, qui avaient déjà des qualités cardiovasculaires très fortes chez les jeunes, quand ils ont pu commencer à être testés,
et qui du coup avait cette récurrence. Et pour le coup, l'équipe que je viens de citer, je n'y ai jamais travaillé. Mais le peu que j'en connais, pour les avoir énormément croisés en Sierra Nevada quand j'étais avec l'équipe de France d'eau libre, euh, je le voyais de l'extérieur évidemment, donc je ne sais pas tout, mais pour avoir discuté aussi un petit peu avec eux, ou pour voilà, Christophe Laporte qui est chez eux maintenant, ou deux, trois infos sur ce qu'il peut faire, bah, ce qui est certain, c'est que oui, il y a des entraînements très durs, mais avant de parler de ces entraînements très durs, il y a cette récurrence dans la charge, dans l'entraînement. Et du coup, bah, il faut être capable de l'encaisser. Donc, il ne faut pas se dire, bah, tiens, Annelle m'a dit ça, demain, je passe à 30 heures de vélo toutes les semaines et puis je vais essayer de l'encaisser. Non, évidemment. Mais plus on pourra l'encaisser, bah, et c'est là où c'est assez intéressant de mon point de vue, c'est que euh, on entend souvent le volume par la charge, par quelque chose qui va être fatigant, mais on peut aussi passer du volume par des entraînements moins fatigants. Et c'est pas forcément. Enfin, j'aurais tendance à penser que si un cycliste n'est pas capable de passer quelques heures en endurance fondamentale sans que ça l'impacte, bah, il y a peut-être quelques petites choses à mettre en place à l'entraînement pour que ce soit le cas, parce que normalement, c'est la base de ses qualités. Et donc, euh, passer régulièrement un certain volume d'entraînement à basse intensité, pour moi, ne devrait pas avoir d'impact. Par contre, permettra de développer énormément de facteurs, et notamment la capacité à encaisser justement ces charges dont on parlait au début du podcast, qu'elles soient au travers d'entraînements très difficiles, qu'elles soient au travers de déplacements fatigants, qu'elles soient au travers de courses usantes, et donc finalement être un meilleur athlète sans forcément avoir juste pensé par la fenêtre qu'est-ce que je développe uniquement sur mes qualités cyclistes. Alors là, t'as soulevé pas mal de choses. On va commencer déjà justement la formation. Je voulais en parler plus tard, mais là, t'as mis les pieds dedans. Moi, il y a une question qui me vient quand je t'entends parler, c'est est-ce qu'en France, on a un problème justement avec ce volume et notamment chez les jeunes? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois? Est-ce que voilà, quand on parle avec d'autres entraîneurs, est-ce que c'est quelque chose qu'ils perçoivent aussi? Ou alors est-ce que ça vient d'autre chose, d'autre part? Enfin, je pense notamment, tu as parlé des courses d'un jour, des courses à étapes, et c'est vrai qu'en France, le constat il est assez criant. Ça fait près de 40 ans qu'il n'y a pas eu un Français vainqueur du Tour. Ça fait près de 30 ans qu'il n'y a pas eu un Français vainqueur d'un grand Tour. Et sur les courses World Tour, il me semble, depuis que c'est l'appellation World Tour, je crois qu'il n'y a jamais un Français qui a gagné une course d'une semaine World Tour, une course par étape World Tour. Alors, c'est assez fou et ça fait écho à ce que tu dis. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur l'entraînement en général, le volume en France et la formation des jeunes. Alors bah là, je vais être extrêmement négatif et pessimiste pour commencer. C'est un sujet qui me tient à cœur, encore plus maintenant que je suis papa, peut-être. Et alors, c'est pour l'anecdote, hein, mais ma femme est prof des écoles, et donc forcément, et elle a été dans différentes écoles. Donc, à force, ça commence à faire un volume de population à la fois chez ses élèves et leurs parents. Évidemment, tous ne sont pas comme ça. Alors, je vais fermer mon WhatsApp qui vient de m'éclater les oreilles. Euh, et, euh, et un deuxième sujet, moi qui ai énormément baigné dans le système olympique dans mes jeunes années professionnelles, enfin dans ma première partie de carrière, on va dire. Euh, Tu sais, quand on a eu les Jeux olympiques il y a maintenant un bon paquet d'années, ce qui a été énormément mis en avant, c'est que ça allait nous permettre de mettre la France à l'activité physique. J'ai bien dit l'activité physique, j'ai pas dit l'activité physique et sportive. Et faire plus bouger nos jeunes, jeunes enfants, parce que bah, tout ce qu'on fait dans l'enfance aura énormément de répercussions pardon, dans l'âge adulte. Et avant même de penser purement en performance, comme on va le faire tous les deux dans nos passions professionnelles, voilà, juste retenir que tu vois, sur les maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, etc., ce qui aura le plus d'impact, c'est ce que tu fais quand tu es jeune, plus que ce que tu vas commencer à mettre en place quand tu es adulte. Alors, il vaudra mieux le faire adulte que le faire jamais, mais une fois que je t'ai dit ça, bah, je sais que tous les deux, on écrit aussi des articles sur le site Le Pape. Une fois, je m'étais amusé, pas tant que ça, parce que j'étais un peu énervé quand je l'ai écrit. Pour une fois, j'ai écrit sur un sujet qui n'était pas du tout perf, et je me suis dit, pour qu'on ne me tape pas sur les doigts, je vais aller chercher des vraies études médicales. Et quand tu lis les études médicales, alors j'ai pas les chiffres, je les ai plus en tête, il faudrait que vous alliez relire mon article, mais en gros, c'est bah, si X pourcentage de la population se mettait à pratiquer un petit peu plus d'activité physique, bah, le trou de la sécu serait bouché en un an et demi, je crois que c'était ça la stat,
que telle maladie cardiovasculaire, bah, on aurait 85% de chances de moins de l'avoir. Enfin bref, les chiffres sont hallucinants. Et pour autant, bah, je constate pas que nos jeunes font plus d'activité physique, c'est plutôt l'inverse, hein. J'avais fait un autre article pendant le Covid, pas pour dire attention, faites du sport, vous n'aurez pas le Covid, mais plutôt prenons tous conscience que le meilleur moyen d'être bien dans notre corps, bien dans notre peau, de réduire le chance de tomber malade intensément, et même d'être meilleur cognitivement à l'école. C'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser. En France, tout part de l'époque de Charlemagne, pour partir très loin, de Jules Ferry, sur le côté, si tu veux être intelligent, il faut t'asseoir, et plus tu vas rentrer de matière dans ta tête, plus tu seras intelligent. Or, depuis maintenant très longtemps, on sait que le meilleur moyen de booster nos capacités cognitives, c'est justement de travailler à l'école, mais à côté de ça, tous les jours, d'avoir une activité physique. J'ai encore une fois bien dit activité physique. J'ai pas dit forcément avec un chrono et pour arriver le premier. Donc bref, une fois que je t'ai dit tout ça, bah, pour moi, j'ai mis le doigt, de mon point de vue en tout cas, sur un réel problème en France qui est, avant même de parler de sport, la place de l'activité physique. Donc déjà, forcément, si on a de moins en moins de jeunes qui pratiquent une activité physique, moi quand j'étais gamin, je montais aux arbres, je faisais des cabanes, j'allais faire des tours de vélo, enfin bref. Alors peut-être que c'était fait plus facile à la campagne, mais en tout cas mes parents m'ont nourri là-dedans. Bah, de mon point de vue, on pourrait déjà plus facilement détecter de la matière première, si j'ose dire, donc des jeunes qui ont du potentiel. Je ne sais pas si tu as dû le voir parce que ça a fait un gros buzz sur les réseaux. Il y a Stéphane Diagana qui a pété un petit boulot au du monde. Bien sûr, ouais. Euh, et moi, plus que dire ah, les Slovènes ils font bien, les Norvégiens ils font bien, les Anglais ils font bien, les Allemands ils font bien. Déjà, on a tous des sensibilités différentes, on vient de pays différents, on vient de systèmes différents, et dans ces pays, ils sont aussi jaloux de choses qu'on fait chez nous. Donc ça aussi, il faut aussi en avoir conscience. Pour autant, là où je suis complètement Stéphane dans son discours, bah oui, forcément, dans un pays comme la Slovénie, si, alors que ça part d'un point de vue santé publique, on teste plus souvent les jeunes enfants, on leur met plus souvent de l'activité physique parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé. Puis bah tiens, par hasard, comme Mathilde Gros en France, on détecte qu'elle a des qualités en sprint totalement par hasard. Ah bah tiens, elle est championne d'Europe plusieurs fois, je crois, championne du monde, je sais plus, peut-être, je sais plus, j'ai un gros doute. Mais voilà, Je te... Ouais, en tout cas, je te laisse avec ça. alors que c'est le hasard total. Je sais pas. Donc pour moi, tout part déjà de la place de l'activité physique en France, ensuite du sport. Je pense qu'on a tous en tête, quand on a voulu s'impliquer dans le sport, plus pendant notre adolescence, pendant nos années universitaires, même en STAPS. Je pense que tu l'as connu aussi. Alors que tu es en STAPS, il est parfois difficile de pouvoir s'impliquer dans son activité sportive, pour le coup, alors que ça devrait être la base. Pas dans tous les STAPS, pas avec tous les profs, évidemment, je ne veux pas faire comment dire, mettre tout le monde dans le même panier, mais voilà, je pense que ça dénote beaucoup de choses. Et donc forcément, si derrière on détecte moins de talent, on a moins de chances d'avoir des champions, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, si on en détecte et qu'il est compliqué pour eux, je sais pas, je les connais pas suffisamment ces athlètes, mais on a tous lu l'anecdote d'Ala Philippe qui te racontait que mais il allait s'entraîner le soir après avoir travaillé dans son magasin de vélo avant d'être professionnel. Et quand tu sais le potentiel qu'il avait déjà sorti des juniors en cyclocross, bon, heureusement que ça a bien tourné pour lui ensuite et qu'il a su se donner les moyens de devenir un champion, mais il aurait peut-être pu passer à côté d'une super carrière. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça, et du coup, tu me parlais d'autres sports. Bon, bah, il y a des contre-exemples dans des sports dans lesquels j'ai pu évoluer. Tu vois, quand je te disais que certains pays sont jaloux de ce qu'on peut avoir en France, on a quand même en France, pardon, la chance d'avoir un système, pour n'en citer qu'un, comme l'INSEP, où j'ai connu ça aussi dans le privé à l'Académie Mouratoglou de tennis, où c'est un peu le même système, où bah, moi, à l'INSEP, j'ai connu des jeunes qui avaient 2 heures de cours le matin, 2 heures de cours l'après-midi, et 1 heure d'études en tête-à-tête le soir avec un prof particulier, et ils avaient 2 entraînements par jour. Dans quasiment tous les sports que tu as à l'INSEP, c'est comme ça. Et parfois moins d'heures de cours dans la journée, hein. Pour autant, je ne sais pas si ça a changé parce que je ne m'amuse pas à regarder ça, mais en tout cas, les 5 ans que j'ai passé à l'INSEP, on était toujours à 100% en bac, voire proche de 100%.
Alors que, et là, je veux pas que ce soit mal vu ce que je vais dire, mais parfois dans certains sports, à l'INSEP, bah, tu as des populations pour qui je suis pas sûr que tous auraient réussi à avoir le bac dans l'environnement dans lequel ils évoluaient euh, en dehors de l'INSEP, et surtout de faire des études derrière où bah, tous ont accès à des grandes universités à l'INSEP avec un double projet obligatoire, et ça va aller à Sciences Po et dans d'autres trucs plus ou moins, comment dire, importants. Ça peut être une école de kiné, ça peut être STAPS, etc. En principe, ils sortent tous plus ou moins avec un diplôme, et pour ceux qui avaient le plus de talent, vont aller aux Jeux Olympiques et viser une médaille. Donc, tu me poses la question pour le vélo, tu le maîtrises mieux que moi, mais je pense qu'il est quand même assez compliqué d'avoir un double projet dans le vélo si tu es identifié comme un talent. Je pense que de plus en plus c'est possible, si je ne me trompe pas, de plus en plus jeunes. Je parlais tout à l'heure par exemple de la réserve des FDJ, celle d'AG2R, pour en avoir deux en tête qui sont un peu modèles. Mais sauf erreur de ma part, on commence déjà à avoir 18-19 ans, sauf si je dis des bêtises. Euh, et, euh, et voilà. Non, mais c'est encore une fois très intéressant et tu parles justement des jeunes de 18-19 ans et puis même avant que ça se passe, surtout pour en vélo, on va parler de cadet junior. C'est vrai qu'en France, alors ça c'est un point de vue, hein, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, hein, mais c'est effectivement très difficile de conduire un double projet, notamment quand tu es au lycée. Il y a des horaires quand même qui sont des fois durs à soutenir. Et derrière, s'il faut aller s'enquiller 15 heures d'entraînement, plus les déplacements tous les week-ends, quasiment, le modèle du cyclisme, ben, ça fait qu'il y en a qui sortent, qui arrivent à sortir de ce modèle-là, et il y en a beaucoup aussi où ça casse, et finalement ils sortent des juniors avec des syndromes voilà, de surmenage ou de surentraînement. Je t'ajouterai un truc Et après, je te donc, laisse conclure, Rémi, mais j'abonde. il faut juste que je le garde en tête. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais j'abonde dans ton sens, et puis vas-y, je t'en prie, Ouais, alors tu peux continuer. j'ai un autre truc, un autre élément à vous donner. Alors là, je sais plus le chiffre en tête. Au pire, je te le redonnerai précisément et tu le mettras sous le podcast ou bref, on se débrouillera. Mais il y a de plus en plus d'études. Alors c'est des études où en fait c'est très simple. Hein, c'est pas de la data. Enfin si, en l'occurrence c'est un type de data, hein, mais c'est simplement on prend des énormes volumes de population. On fait le point à chaque fin d'année sur leur niveau, sur leur qualité, etc. Et puis on fait le point dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, un peu comme les études médicales. Et on fait ça sur des milliers de personnes. Alors c'est souvent des études plutôt à l'étranger. J'en ai vu une qui est sortie hier. Alors il faudrait que j'aille la revoir parce que je vais dire une grosse bêtise sur la grosse conclusion, mais de mémoire, la conclusion principale, elle est que euh, le, le- 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 alors c'est sur plein de sports olympiques différents. Donc il n'y a pas que des sports d'endurance. Mais la stat, elle est qu'en gros de dire que ceux qui marchaient fort très jeunes ne sont pas forcément ceux qui seront sur les podiums olympiques. Et je crois que la stat, c'est 2%. Et là où, alors je repars du système dont on parlait avant, un peu fédéral, un peu français, et on peut être détecté jeune, être l'un des meilleurs et rester le meilleur, et tant mieux. Pour autant, on sait que la maturité, elle est différente suivant les athlètes. Et là où je te suis, c'est que comme on a peu de temps pour s'entraîner, déjà, on va souvent faire des raccourcis dans l'entraînement. Moi, le premier, si je sais que j'ai peu de temps pour m'entraîner, je vais pas aller faire des footings ou des sorties d'endurance tous les jours alors que j'ai qu'une heure devant moi. C'est normal. Et ce serait naturel d'une part, et ce serait naturel pour l'entraîneur aussi. À un moment donné, si tu as, je sais pas, 5 fois une heure dans la semaine, tu vas pas faire 5 fois une heure à basse intensité. Sinon, d'une part, tu seras pas bon le dimanche, et d'autre part, tu seras pas bon quand tu seras adulte non plus si tu continues à faire du vélo. Donc, c'est normal. Donc, tant qu'on ne peut pas mettre en place un double projet clair et où le sport a une réelle place, c'est un peu compliqué. Pour autant, je pense encore une fois, et tu as raison, que ce système français va peut-être permettre de faire sortir quelques athlètes, d'autres, ça va peut-être les limiter dans leur marge de progression, qu'elle soit physique et ou mentale, comme tu l'as dit. Parce que à l'inverse, tu vois, si moi tu me demandes de m'entraîner 5 fois très dur chaque semaine, d'un point de vue physique et mental, et je ne parle pas juste pour ma propre personne, hein, avec le recul que j'ai là-dessus, c'est le meilleur moyen de ne pas tenir sur la durée, d'avoir souvent besoin de récupérer, donc on en revient un peu à notre point de départ, et d'autre part, de ne pas maximiser le développement de toutes mes qualités. Encore une fois, si tu souhaites être très bon sur du très intense, l'aérobie, ça a un intérêt.
Si je te prends, on parlait de Mathilde Gros juste avant, euh, un sprinter sur piste en vélo ou sur piste en athlée ou dans une piscine, quand il va arriver à très haut niveau et qu'il va devoir nager 22 secondes au 50 mètres ou courir moins de 10 secondes au 100 mètres pour de la course à pied, ou être en finale du sprint sur piste, il aura, enfin, potentiellement, ce qui va lui permettre de passer des caps, c'est de pouvoir faire une séance de muscu de plus que les autres, une séance de muscu plus dure, de faire une série de plus, une série plus rapprochée que l'année d'avant en termes de fréquence d'entraînement, pour qu'à la fin de l'année, bah, plutôt que d'en avoir fait, j'en sais rien, 50, bah, tu en aies fait 60, en les encaissant bien. Et donc tout ça, ça demande du temps. Et si on ne peut pas te donner ce temps-là, tu ne développes pas tes qualités aérobie au bon moment. Et potentiellement, tu vas être limité quand tu vas avoir l'âge de commencer à pouvoir vraiment enquiller à l'entraînement. Je ne sais plus si c'est ce que je voulais dire Et quand je t'ai coupé, mais si, ce que je voulais dire, c'était le recul qu'on peut prendre maintenant, tout sport confondu, sur le différentiel entre ceux qui sont les meilleurs chez les très jeunes, à jeunes, et ceux qui le sont réellement quand ils sont les meilleurs. Alors, tu vas me sortir, tu pourrais tout de suite me dire, ouais, Manel, il y a Van Aert, il y a Van Der Poel, il y a et pas Evenepoel, tant que oui. ça, justement, pas tant que ça. Mais Parce qu'un Evenpool, il vient tardivement au vélo. Un Vingard, on le voit pas trop venir, etc. Roglic, pareil. ouais, Donc mais, certes, il y a des mais, mais s'ils contre-exemples. n'appartiennent Mais pas aux populations dont je te parlais juste avant, tu vois, Roglic, pour l'avoir croisé plusieurs fois en Sierra et discuté un peu avec lui, on va toujours dire, ouais, mais c'est bizarre, un mec qui faisait du saut à ski et qui est devenu cycliste. Ah, mais quand tu parles un peu avec lui, le mec, il se fait des journées de sport en Slovénie et d'activité physique depuis gamin hallucinantes. Alors certes, il est très fort en saut à ski. Et peut-être que ça a développé aussi des qualités neuromusculaires et anaérobie, et on peut voir qu'il n'est pas trop mauvais là-dessus. Evenpool, pareil, hein, je ne les connais pas. Hein. Pour le coup, Evenpool, j'ai jamais parlé avec lui, je vois que ce qu'il y a dans la presse ou dans les médias. Mais bon, visiblement, c'était un bon hyperactif. Et pour le coup, là où j'ai un peu de recul sur ces sports-là par mes autres activités, dans les centres de formation de foot, il était dans un des meilleurs centres de formation d'Europe, on s'entraîne plus que dans le vélo. Tu sais autant que moi que quand tu fais les crosses scolaires, les footballeurs, quand tu es au collège, ils sont souvent devant les cyclistes. Et quand ils passent en centre de formation, ils s'entraînent 2 fois par jour, avec souvent une séance de physique, une séance de foot classique. Et quand tu lis les trucs, tu entends que tout le monde le prenait pour un fou parce qu'en plus, il allait courir pendant 1 heure le matin à jeun avant d'aller à l'entraînement. Donc, visiblement, il a aussi des qualités pour le vélo, je ne peux pas dire l'inverse. Mais force est de constater que même s'il a mis ses fesses sur un vélo tardivement, il faisait plus d'activités physiques que la majorité des cyclistes en France, je pense. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en plus, il en faisait dans une majorité aérobie, qui est la base de notre entraînement. Et d'un autre côté, bah, le foot, là où c'est super, hein, c'est que tu travailles énormément tes qualités de pied, tes qualités neuromusculaires. Et du coup, bah, ça sert un petit peu, je crois, dans le vélo, où c'est pas un effort d'endurance pendant 5 heures où on change pas d'allure. et d'ailleurs, à ce propos, donc tu parles d'Evenpool dans ces années avant le vélo. Donc on va parler un peu des juniors. Encore une fois, enfin rebondir là-dessus pour les juniors et les cadets. C'est vrai qu'en France, on a tendance à freiner aussi hein, les charges et les volumes d'entraînement. Je pense que dans certains cas, ça peut être une bonne chose, mais on se rend compte quand même, en tout cas, c'est le discours qu'on entend de plus en plus. Moi, j'ai pas nécessairement beaucoup de chiffres là-dessus, mais qu'à l'étranger, ils font des plus gros volumes. J'ai vu passer des choses, hein, notamment sur l'Académie de Grande-Bretagne, mais effectivement, nous, on a du mal un peu à monter sur ces volumes. Alors, c'est peut-être à cause de la contrainte scolaire aussi, hein, mais quel est ton avis là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est une question qui revient souvent, est-ce que dès les cadets, dès les juniors, est-ce qu'il faudrait aller sur des plus gros volumes d'entraînement? Et si oui, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu penses, comment on y va? Est-ce qu'on y va par de la basse intensité, par de la haute intensité, par autre chose? Enfin voilà, quel est ton avis sur ce moment de formation qui m'a l'air très important? Donc cadet junior pour le vélo, on va être entre 14 et 18 ans, quoi, en gros. Et donc je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport à ce que tu as vu en France et puis si tu avais des points d'amélioration. Alors j'étais très mesuré au début du podcast. Là maintenant, j'attaque chaque sujet en étant frontal. Je vais jeter un pavé dans la mare. Pour moi, il ne faut pas se poser de questions. À un moment donné, quand tu es arrivé à la puberté, alors attention, je vais pas donner d'âge parce qu'on a tous une puberté qui est différente.
Et parfois, chez les garçons, c'est parfois bien écarté en termes d'âge, parfois un peu moins chez les filles, mais il peut aussi y avoir des écarts. Donc ça va arriver plus jeune chez les filles, parce que là, je crois qu'on parle beaucoup des garçons, et il ne faut pas oublier les filles, les féminines, parce que c'est un public différent des garçons dans les qualités à développer. Pour autant, en termes de charge aérobie, c'est la même chose dans l'idée, d'un point de vue physiologique, même si l'approche sera différente parce qu'on n'entraîne pas des filles comme on entraîne des garçons, et inversement. Ça, c'est important de le rappeler. Et du coup, pour continuer de te répondre, alors il y a deux choses pour moi. La première, tu l'as dit, c'est la place du sport en France. Et ça, c'est pas nous, avec notre petit podcast, qui allons pouvoir changer le système, je pense. C'est beaucoup Un plus peu, on peut, ancré. Et tu peux influencer. bah, peut-être, mais en tout cas, bah, si la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, c'est un homme, m'écoute, parce que je pense qu'avant de parler de la ministre des Sports, là, il faut plutôt parler du ministre de l'Éducation. Euh, Parce que je suis pas sûr que les parents auront tous un énorme impact là-dessus, vu qu'ils considèrent que c'est aux professeurs de s'occuper de leurs enfants pour ces choses-là. Je mets beaucoup des gens dans des familles aujourd'hui. Alors que tu pourrais me citer, je pourrais citer plein de contre-exemples de parents très investis là-dedans. Voilà, je parle dans une majorité en France. Bref, et ce que je veux dire du coup après, c'est que deux choses. La première, c'est que avant qu'on arrive à la puberté, à l'adolescence, avoir vraiment en tête que la spécialisation, elle a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et ça, je veux vraiment le dire parce qu'on le connaît dans tous les sports, des jeunes qui ont du talent, qui n'ont pas encore atteint l'adolescence, qui gagnent tout chez les jeunes et ils vont déjà se spécialiser pour gagner encore plus et encore plus écraser. C'est super, ils gagnent tous les dimanches. Est-ce que c'est ceux qu'on reverra 10 ans plus tard? Pas toujours, pas souvent même, je dirais. Et pourquoi? Parce que l'enfant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a un système cardiovasculaire et aérobie qui est ultra performant. Lorsque tu mets de côté la taille de leur segment, forcément, hein, s'ils ont des jambes qui font 10 cm, j'exagère un peu évidemment, et le fait qu'ils thermorégulent extrêmement mal, c'est pour ça que dès que nos enfants se mettent à courir dans tous les sens, ils deviennent très rouges, ils s'arrêtent parce qu'ils sont en hyperventilation, mais 2 secondes après ils repartent. Bah, pourquoi 2 secondes après ils repartent? Parce que justement, ils ont un système aérobie. Quand tu mets de côté tout ça, on se rend compte que c'est grosso modo l'équivalent des meilleures datas qu'on a d'un point de vue scientifique. Les Svensson, Björn Martin Fourcade, enfin les skieurs de fond, les biathlètes. Donc c'est des machines aérobies. Et de toute façon, si on a des jeunes qui sont très actifs, le système aérobie, ils vont le faire tourner tout le temps. Donc pas de question à se poser. Par contre, toutes les qualités un petit peu motrices, neuromusculaires, on sait que c'est vraiment sur ces jeunes années il faut développer les choses. Et c'est pas forcément en allant à la salle de muscu tous les 4 matins, c'est plutôt en ayant des activités qui sont d'un point de vue moteur changeantes, différentes et récurrentes en même temps. Et un coup, ça va être monter dans un arbre, un coup, ça va être faire de la trottinette, un coup, ça va être courir après ses copains, etc., etc. Parce que justement, on les développe énormément quand on est jeune, et l'exemple, il va être simple à donner. Euh, je sais pas, si tu te mettais à vouloir faire du travail de pied à un cycliste, ça peut être utile, qu'il a déjà 25 ans, tu sais autant que moi que quelqu'un qui a aucun pied, aucune qualité motrice. On en a connu tous les deux en prépa physique chez BNB. Ils vont progresser, mais ils ne deviendront jamais des personnes qui ont énormément de pieds, énormément de capacité à devenir explosifs, par exemple, pour parler d'une qualité importante dans le vélo. Donc voilà, tant qu'on n'a pas passé la puberté, faites-leur juste pratiquer plein de choses différentes, soit au travers du sport, soit au travers d'autres choses. Ça peut être aussi de faire plein de sports différents. C'est sûr que si un coup tu fais du volley, un coup tu fais du foot, un coup tu fais de la gym, un coup tu fais du judo, tu développes évidemment pas les mêmes choses. Pour autant, je pense que dans tous, tu vas développer tes qualités motrices. Et aérobie, tu vas faire tourner le moteur. Et puis, arrivé à la puberté, on se rend compte que c'est vraiment l'âge, jusqu'à l'approche de l'âge adulte, qui sera différent pour tout le monde. Hein. Ça peut être